Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. J'ai eu un peu peur en démarrant cet épisode qu'on ait un problème technique, un de plus, mais non, ça va, nous sommes là, ça enregistre bien. Bonjour Thibaut. Salut Guillaume. Alors, vous le savez, Cinécast, c'est le podcast qui, chaque semaine, vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD, mais on avait envie d'essayer un petit format différent. On l'a déjà fait par le passé, un format comme ça, hein, vous le savez bien. Quand la saison des blockbusters arrive, quand les gros films de l'été, ceux qui sentent bon l'Amérique, débarquent sur nos écrans, on aime bien faire déjà un aperçu de qu'est-ce qui va sortir cet été. Et aussi, petite nouveauté, on va donner notre appréciation des films, non pas parce qu'on les a vus, mais d'un point de vue expert journalistique. Est-ce qu'on pense que ça va être des hits ou le des doigt flops? mouillé. Voilà. Est-ce qu'on pense que ça va être des hits ou des flops? Est-ce qu'on pense que, en gros, ces films-là vont non seulement rembourser leur budget, mais en plus faire 2 fois plus? Parce que c'est plus ou moins ça la règle, hein, qu'on dit dans le cinéma, c'est qu'il faut faire doubler la mise pour vraiment avoir un retour sur investissement d'un film. Si ça double pas le budget, en général, c'est pas considéré comme un succès. En tout cas, pour ceux-là, c'est le cas. Pour cela, c'est le cas, surtout qu'on ne parle pas de 2 millions d'euros, on parle quand même à chaque fois de montants qui sont supérieurs à 100 millions. Souvent, ouais. Il y en a l'un ou l'autre qui sont en dessous. Ils sont rares, hein, je vous précise. Mais ouais. Voilà, donc commençons par la première date, et c'est très bientôt. C'est ce mercredi. Du 14 mai, avec un retour au cinéma, celui de Destination Finale. On s'en rappelle ou pas de Destination Finale? Écoute, je les ai tous revus et vus, parce qu'il y en a que j'avais Oula. pas vus la semaine dernière, il y a 2 semaines. Il y en a que j'ai pas vus et j'aurais mieux fait de pas les voir. Il y en a que j'avais raté qui étaient quand même vraiment bien. Donc oui, bonne saga assez culte. Et même dans les mauvais films, tu as quand même quelques trucs un peu iconiques, hein, au niveau des morts. Donc là, ça fait quoi le dernier? Ça fait 15 ans 2011, ouais. Ah oui, 2011, le 5. Ouais. Ouais, donc oui, une bonne quinzaine d'années. Donc ouais, retour attendu, je pense quand même. C'est ça. Et bon, là, je vais le voir juste après avoir enregistré cette critique, enfin ce podcast. Mais je sais que les premiers échos sont quand même vraiment bons. Donc moi, je vais le mettre dans les hits. Je pense aussi que ça va être un hit pour la simple et bonne raison que les films d'horreur, en général, ça performe pas mal. Ça coûte déjà pas aussi cher qu'un film comme Mission Impossible, on en parle bientôt. Mais c'est des films qui peuvent très vite amener de la hype au cinéma, une expérience de salle en fait, hein. C'est ce que les gens cherchent quand ils vont au cinéma aujourd'hui, c'est que je peux regarder plein de films à la maison chez moi, mais aller au cinéma et avoir peur ou crier avec la salle de cinéma, ça reste une expérience qu'on vit bien avec des films d'horreur. Faut aller au bif, hein. Voilà, donc je pense que Destination Finale Bloodlines, c'est un retour gagnant pour la franchise. En tout cas, c'est notre prédiction, Odo Bouillet, tu l'as dit. Donc pour nous, oui, ça va être un hit, ce Destination Finale Bloodlines. Et à mon avis, apprêtez-vous à avoir un Destination Finale tous les 2 ans. Ça, je suis pas sûr, parce que tu vois, ouais, mais ils ont déjà fait ça au début pour les 5 premiers. Il y a un moment, bon là, ok, les gens sont contents d'en revoir un. Je pense que ça va marcher. Mais si tu réembrayes sur à nouveau une série tous les 2 ans, tous les 3 ans, je suis pas sûr que. Il faut vraiment que ce soit de bonne qualité. Est-ce que tu penses que dans la première trilogie, ouais. Les 5 premiers films, pardon, le premier run de film, il y a quand même des choses très mauvaises, quoi. Le 4, est-ce que la catastrophe, tu vois. Est-ce que tu penses qu'Hollywood a retenu la leçon de l'univers Star Wars, etc., et que la rareté va revenir comme étant quelque chose de positif au cinéma? J'espère, parce que c'est vrai que quand c'est rare, c'est quand même. Ah ouais, il faut savoir se faire rare de temps en temps. On en parle dans le monde du jeu vidéo, ça fait maintenant 12 ans qu'on attend le nouveau GTA. Et quand la bande-annonce sort, forcément, tout le monde est là. Oh, ça fait 12 ans! Et là, c'est très rare. Pour le coup, 12 ans, c'est très long. 13, parce que c'est quoi, fin 2026 finalement? Mai 2026. Le 26 mai 2026, je suis en congé. Voilà, j'ai ça à ma boss, comme ça, s'il écoute. Alors, le 21 mai, la semaine suivante, on a 2 gros films. Pas le même public, je vous rassure. Non. Mais alors là, là je crois qu'on peut le dire, le 21 mai, la saison des blockbusters commence vraiment pleinement, puisqu'on a Lilo et Stitch, le live action, donc l'adaptation live action de ce Lilo et Stitch, Disney qui revient à la charge après quelques petits problèmes, hein. On pense à Blanche-Neige, on pense à tout ça. Ouais. Et là, c'est leur Lilo et Stitch, 150 millions de budget, puisqu'on a l'information. Je pense que ça va être... Et honnêtement, je crois que ça va être le plus gros film de l'été. Ah oui, à ce point-là, toi. D'un point de vue rentabilité, oui, on va. Clairement, ça va être un hit, parce que Stitch, c'est vraiment. C'est une mascotte des jeunes. De ouf.
C'est aussi puissant que la Patte Patrouille, j'ai envie de dire. Depuis qu'on est petit, je vois des petits. On était plus petit quand Lilo et Stitch est sorti, mais quoique je sais plus en quelle année c'est sorti. Bref. Début 2000, je pense. Ok, donc on avait une dizaine d'années. Mais oui, il y a toujours eu des porte-clés, Stitch sur des t-shirts, enfin Stitch il est partout. C'est vraiment effectivement une énorme mascotte. J'avais vu un article qui disait que c'était le plus gros succès des nouvelles franchises Disney depuis les années 2000. Enfin, c'est clairement, dans le nouveau siècle, on va dire, c'est le plus gros succès de Disney comme vraie nouveauté, quoi. Ouais, et là dans la grande surface près de chez moi, je vois des peluches Stitch depuis des semaines déjà. Il y a quand même Frozen aussi, il faut pas oublier Frozen dans Oui, l'équation. non, il y a Frozen. Mais Lilo et Stitch, c'est vrai que oui, dans les années 2000, il y a eu une petite phase un peu noire pour Disney, on se rappelle. Ouais, c'était pas ouf. Fin des années 90, début 2000, avec les planètes au trésor, Atlantide et tout le bazar. Oui, c'était sympa, mais il n'y a rien qui accrochait, quoi. Il n'y a rien qui était aussi fort que le Roi Lion, etc. Ouais. Et donc là, Lilo et Stitch, c'était pour un gros succès. Et là, live action, surtout qu'en live action, ça se prête mieux que Blanche-Neige, quoi. Hein, tu vois, bon, là, c'est un personnage qui sera du coup en synthèse, évidemment. Le reste, bon, c'est un casting qui peut tout à fait être joué par des vrais humains, si je puis dire. Ouais. Donc voilà, il y a un côté, ça va marcher. Par contre, en face, et c'est là que ça s'annonce difficile pour ce film, on a Mission Impossible Final Reckoning. Alors bon, Mission Impossible, qui est le film le plus attendu de l'année, pour ma part en tout cas. Oui, attendu parce que c'est sans doute le dernier. Il y a des rumeurs comme quoi c'est pas le dernier Hollywood et ça c'est déjà dangereux. Non, alors moi je pense que si c'est pas le dernier, en tout cas c'est le dernier de Tom Cruise. Et que si il revient dans un éventuel autre Mission Impossible, ce serait plutôt genre caméo. Et encore, ça tombe, il clame ça dans ce film-ci, on n'en sait rien. C'est vrai. Mais s'ils continuent la franchise Mission Impossible, je pense qu'ils vont prendre d'autres personnages, soit de poursuivre avec certains qui sont déjà dans la franchise ou d'autres. Mais je les vois mal. Là, enfin, je veux dire, Tom Cruise, il a 60, il a quoi, 62, il est de quoi, entre 62 et 65, ouais. Voilà, donc il a un peu plus de 60 ans, c'est clair. Je le vois mal continuer la franchise. Il y a un moment où il faut mettre des limites. Et voilà, je pense que ça met aussi un petit peu un terme à son run de quasi 20 ans de films d'action là. Non, clairement, et ils mettent tout le marketing là-dessus sur c'est la dernière fois, allez-y, c'est la dernière fois, faites-lui confiance, c'est la dernière fois. Et ils ont intérêt enfin, c'est bien qu'ils fassent comme ça, parce que le film a coûté 400 millions. 400 millions de budget. C'est énorme. Alors, est-ce que le film va être un succès dans l'absolu? Je pense qu'en termes d'entrée, etc. Oui. Est-ce qu'il va rembourser son budget? Il faut savoir que Mission Impossible n'a jamais atteint le milliard. Le plus gros succès, c'était Fallout. Et je pense qu'on était dans les 600 millions, quelque chose comme ça. Ce qui est un très bon score, hein, attention. Très, très bon score, surtout quand on en compte 200. Mais là, on est sur du 400 millions avec Lilo et Stitch le même week-end, avec la semaine suivante, un film John Wick, de l'univers John Wick. Il y a beaucoup de compétition cet été au cinéma, donc ça va être, Oui, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu commencer le podcast en disant ça, c'est que, et je me faisais la réflexion avec des potes l'autre fois, c'est qu'on va avoir un des plus gros étés de sorties ciné avec des blockbusters depuis longtemps. Ça sent le blockbuster, c'est clair. Et il n'y a pas que... Alors, il y a beaucoup de suites, évidemment, et de franchises, mais il y a beaucoup de premiers volets de franchises. Hein, on en parlera un peu plus tard, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de films où c'est des remakes ou des relancements. Tu vois, il y a un peu un côté fraîcheur. Comme Lilo et Stitch. Oui, comme Lilo et Stitch. Qui a quand même une... Enfin, est-ce qu'on peut parler de franchise avec Lilo et Stitch? Je sais pas. Oui, évidemment. Mais oui, mais techniquement, il y a eu un film et puis il y a quoi? Il y a eu des dessins animés, des trucs comme ça sans doute. En fait, c'est tous des films qui sont basés sur une propriété intellectuelle. Exactement. Des choses qui existent déjà. Mais ça, c'est parce qu'aujourd'hui, ça fait 10 ans que c'est comme ça maintenant. Oui, comme Dragon, les Schtroumpfs, tout ce que tu veux. Voilà. Donc, continuons, parce qu'on va voir le parallèle. Personnellement, je ne pense pas que ça va atteindre les 800 millions pour Mission Impossible Final Reckoning. Je pense que ça va faire un honorable 500-600 millions, mais que du coup, ça va être un peu la fin de la saga qui se termine sur un... Parce que le précédent n'a déjà pas tant marché que ça, hein, je pense. Non, je crois qu'il est passé à 500 millions, et c'est ça. Donc, il a fait moins que Fallout. Et je pense que le côté film splitté en deux, Final Reckoning Part 1, Part 2 à l'époque, Dead Reckoning... Les gens directement ils ont senti un peu le truc en mode j'ai pas envie d'aller voir une partie 1, tu vois. Je crois que les gens sont un peu aussi lassés de la partie 1, partie 2 parce que du coup c'est possible. On n'est pas sur Netflix ici, hein. Voilà, film suivant, Ballerina, le 4 juin. Ils ont bien changé le titre sur IMDb, très marrant. From the John Wick Universe, Ballerina, pour bien le dire. Hey, n'oubliez pas, c'est pas juste un film avec Ana de Armas, c'est l'univers de John Wick. D'ailleurs, ils ont fait des reshoots, j'ai entendu, avec Keanu Reeves pour faire quelques scènes supplémentaires. À la base, il était prévu qu'il fasse coucou, mais à mon avis, il va faire plus que coucou parce qu'ils se sont rendus compte que sans Keanu Reeves, ils prennent un risque. Ça veut dire que les retours des projets tests n'étaient pas si bons que ça.
Bah, les gens ont dit il est où Keanu Reeves? Ouais. Vous avez pas compris, c'est un nouveau film. Donc voilà, mais par contre, voilà, Ana de Armas en action star, Ouais. oui, un gros oui. Mais on n'est quand même pas dans la même catégorie de blockbuster que Mission Impossible, même que Lilo et Stitch. Hein. Non, on est dans les On est dans- 70-80 en général de Ouais. budget, hein, donc c'est des films où c'est beaucoup plus facile d'être rentable sur ces films-là. Maintenant, après Mission Impossible, passer juste après, avec une femme dans un action movie, c'est pas toujours gagnant, malheureusement. Hein, Bah, ça dépend ce que les mascus sur Internet C'est ça. vont dire, quoi. C'est ça. Bon, je crois qu'ils Mais, aiment bien mais Ana de Armas quand même de base. Hein, donc, ouais, mais je sais pas. Mais c'est compliqué. moi, je pense que le film va être un succès de toute façon. Et honnêtement, j'ai hâte de le voir parce que Ana de Armas dans des films d'action, enfin voilà, son rôle de James Bond girl Bah oui. dans le dernier était vraiment bien. La scène C'était- qu'elle avait, elle était super. C'était son CV, hein, Donc, c'est ça qui lui a fait bah ouais, décrocher le job. c'est clair. Et elle est super. Donc ouais, non, moi Mhm. je suis confiant et j'ai hâte de voir le film. Ouais. Bah écoute, moi aussi. Le 11 juin, on a Dragon. Donc là, c'est l'adaptation, enfin le remake, plan pour plan, il paraît, hein, de Ouais. How to Train Your Dragon, mais en live action. Le film d'animation, Ouais, qui est une des meilleures trilogies d'animation Ouais. ever, je trouve. Hein. Vraiment, moi j'adore cette trilogie. Et je pense qu'elle était un peu. Et qui est aussi c'est une bonne IP pour les jouets. Tu vois souvent les dragons Playmobil, machin et tout. Les gamins, ils ont quand même beaucoup de merch de dragons, quoi. Et ça se prête Croque-mou, bien. tu vois, Ouais, un peu ouais. comme Stitch. Ça devient un peu une mascotte. Et je trouve que ça se prête vraiment bien à une adaptation live action parce que du coup, les dragons, forcément, sont pas en live action. Mais le côté héroïque, fantasy, le côté un peu médiéval et tout, bah, sur grand écran, ça peut donner quelque chose, tu vois. Clairement. Que c'est bien en animation, mais c'est aussi bien au cinéma. Donc, il y a une adaptabilité qui est plutôt bonne. Et c'est un film qui marque très fort une génération. Mais c'est vrai que les parents ou les plus jeunes aujourd'hui, c'est une manière pour eux de redécouvrir cette franchise-là sous un autre œil. Et c'est une manière pour ceux qui ont aimé les premiers films d'aller les revoir différemment. Donc, ils jouent vraiment la carte de la nostalgie. Enfin, ils optimisent à fond la licence. Oui. J'ai eu quelques retours déjà. Il paraît que c'est bien. C'est vraiment bien. Hein. Donc, oui. Moi, je pars confiant. Je pense que ça va être un succès. Après, je connais pas le budget, donc je peux pas dire ça va être juste ou ça va vraiment bien le dépasser. En fait, il faut Mais je pense que ça va être un succès populaire quand même. Tu vois. Je pense que ça va être le plus gros succès parmi les deux films dont on va parler successivement ici. Donc, le 11 juin, c'est Dragon. Je pense que ça va être mieux marché que le prochain film. Le prochain film, c'est le 18 juin, c'est Elio, le nouveau Pixar. Ouais. Pas beaucoup de hype autour d'Elio. Non, ça c'est clair. Ça fait un petit temps que les films Pixar ne génèrent pas une grande hype, à part évidemment le Inside Out 2, etc. Mais bon. Non, pour le reste, ça a été des succès mitigés. Ouais, succès mitigé, mais forcément, on peut pas non plus cracher sur un studio qui essaie de faire des choses. Hein. Oui, surtout que là, pour le coup, c'est le seul qui fait un des seuls films dont on va parler qui est vraiment original Ah à 100%. Tout le reste, c'est tiré de choses existantes. Exactement. Ou des suites, comme tu le disais. Mais oui, non, c'est le seul vraiment original à 100%. Et ça devient dur hein, pour les films originaux de se faire une place dans des trucs pareils quand on voit le line-up. Beaucoup de films attendus, du coup, qui ont une hype de base. Et donc, Elio, le 18 juin, pour moi, ça va pas marcher. Sans doute pas. Je le crains. Pas, malheureusement. Surtout quand il y a Dragon la semaine d'avant. Donc, c'est grosse compète. Ouais. Ça va être difficile pour Elio de s'en sortir, malheureusement. Donc, à mon avis, ça va être un flop. Le même week-end, enfin, même semaine pour nous en Belgique, hein, puisque ça sort le mercredi, le 18 juin, on a 28 ans plus tard la suite, pour le coup, qui s'est fait attendre. Hein. Oui, alors qui est la fin de la première trilogie. Donc Danny Boyle avait réalisé le premier 28 jours plus tard, puis il y a eu 28 semaines plus tard que Boyle n'avait pas réalisé. Ouais. Là, il revient avec 28 ans plus tard, qui est, comme le premier, scénarisé aussi par Alex Garland, et qui en fait va initier une nouvelle trilogie, parce que le deuxième film, qui sera réalisé par Nia DaCosta, va sortir en novembre ou décembre, quelque chose comme ça. Cette année déjà ? Ouais, de cette année. Il est déjà tourné. C'était fait dans le secret. Et ils ont tout révélé à la CinemaCon à Las Vegas. Ouais. Et puis, il y aura un troisième volet. Alors là, je pense qu'il y a encore un peu de flou. Non, ils savent pas encore. Ils l'ont pas validé encore. Ça dépend du succès des deux, là. Mais voilà, en tout cas, il y a 2 nouveaux films 28 ans plus tard. Enfin, alors, je sais plus le titre là, de l'autre projet qui sortira à la fin d'année. Tu sais. De Nia DaCosta. Il a un autre titre. Non, il n'y a pas 28 dans le titre. Ok. Mais voilà, en tout cas, c'est intriguant. Et puis, j'ai vu la nouvelle bande-annonce, enfin la nouvelle qui est sortie il y a un peu moins d'un mois.
qu'on avait passé en exclu au bif parce que Danny Boyle était notre invité d'honneur. J'ai eu la chance de passer une petite journée avec lui. Ouais. Et sur grand écran, qu'est-ce qu'elle claquait cette bande-annonce. Je l'ai regardée avec lui en test. T'es là, putain, ça va envoyer du pâté. Mais je suis pas sûr que ça va marcher, moi. Moi, je pense que ça va marcher. Bah, alors, donc 75 millions Alors, de budget. tu vois, on est déjà dans un public un peu plus niche. C'est un film d'horreur, un Exactement. film de zombies. Est-ce que Cillian Murphy est de retour? Oui, non, machin. Il y a toujours un peu de flou autour de. Enfin, eux, ils disent non. Les gens ont cru que. Bref, allez Oui, mais voir. c'est Est-ce un qu'il film- est là ou pas? Ah. Peu importe. Mais c'est quand même un truc de niche. Et je pense que le public. Ce public de niche va répondre présent. Moi, je pense que vu la compétition qu'il y a cet été, je n'aurais pas sorti ça au mois de juin, en fait, personnellement. J'aurais plutôt sorti ça à un moment donné, un peu plus calme, un peu comme à l'automne. A Quiet Place l'avait fait le premier film. Tu vois, il est venu un peu à un moment donné qui surprenait les gens, genre, ah, il n'y a pas grand-chose, boum, on sort un bon film. Et là, j'aurais peut-être fait ça parce que je trouve que c'est dangereux de sortir un film comme ça quand on sait qu'il y a, souviens-toi, l'été dernier qui sort genre 2 semaines après. Il y a eu Non, mais je pense que Destination celui-là Finale. est- C'est plus Je pour les pense que cinéphiles. c'est plus porteur Oui, celui-là oui. que Souviens-toi l'été dernier. Bah, c'est plus cinéphile 28 ans plus tard, évidemment, Danny Boyle et tout. Ah, Mais je trouve que Souviens-toi l'été dernier est plus grand public. je pense que les gens ont plus vu Souviens-toi l'été dernier que 28 jours plus tard. Oui. Ah oui. Peut-être, c'est vrai. Ah oui, oui. Dans les licences de films d'horreur, c'est. Et puis il y a un peu de zombie fatigue aussi. Hein. On allume notre télé, on a Last of Us. Mais là tu reviens à la base quelque part, tu vois. Enfin, la base, Ouais. j'exagère. C'est pas, il y a Romero et tout le bazar avant, mais ça a vraiment été un gros coup à l'époque, je sais pas. 28 jours plus tard. Moi, je pense que non, tu penses que oui. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Mais je pense pas que ça va marcher. On va en reparler après, mais évidemment. Je sais que je suis trop optimiste. Hein. Je vais d'office me viander sur quelques trucs. Et pour moi, c'est un pari. Maintenant, attention, j'aime bien le casting et tout. Je trouve que ça a de la gueule. Donc, moi, je suis client. Mais je pense pas que ça va très bien fonctionner. Tout comme le prochain film dans cette liste qui sort le 25 juin. Alors là, pour le coup, alors moi j'ai très envie de voir ce film, mais je suis pas sûr que ce sera le cas de tout le monde. Il s'agit de F1, le film officiel de la Formule 1, donc avec la licence, le TM et tout. Hein, voilà, exactement. Il y aura Charles Leclerc, il y aura Hamilton, il y aura tout le monde. Oui, parce que ça a été tourné en même temps que les Grands Prix. Ouais. Alors, pas pendant les courses, évidemment, parce qu'il y a un moment, quand même. Non, entre deux, trois trucs, il allait faire quelques tours. Mais les phases de test, je pense que pendant les essais libres ou quelque chose comme ça, ils ont pu. Enfin, bref. Ils ont roulé un peu avec les vrais Formule 1. En fait, ils avaient leur stand dans le paddock et tout le bazar. Donc... Soyons très clairs, les dirigeants de la F1 ont vu Top Gun. Ils ont ouvert les portes. Quoi. Ils ont vu Top Gun. Oui. Ils ont dit c'est bien ça, c'est vachement bien. Et puis ils ont rencontré Jerry Bruckheimer qui a dit vous voulez Top Gun avec une Formule 1 ? Yes bébé. Et voilà. Et donc on a le même réalisateur que Top Gun qui a mis des caméras dans les Formule 1. Brad Pitt qui conduit une Formule 1. Et voilà, et ça promet un spectacle forcément visuel incroyable. La bande-annonce c'est déjà ouf. Au cinéma en tout cas, parce que oui, vous avez l'habitude de regarder ça le dimanche sur la télé. Il y a des choses, vous savez que sur le grand écran, ça doit bien donner. Quoi. Pour moi, c'est le film que j'attends le plus cet été. Voir Brad Pitt dans le Raidillon, ça donne envie voir quand ça même. Au cinéma. Parce que voilà, je veux dire, alors oui, bon, forcément Mission Impossible aussi, mais les 28 ans plus tard et tout, c'est des films que, bon, voilà. Mais F1, tu te dis, ok, là, j'ai envie de prendre une claque, quoi. Tu vois, j'ai envie d'avoir dans mes oreilles et être dans le cockpit avec Brad Pitt. Bon, même si Brad Pitt, on le disait avant d'enregistrer, est moins populaire qu'avant d'un point de vue box-office. Brad Pitt, c'est pas garanti. Hein. Non, c'est plus une valeur sûre. Ça reste une des plus grandes stars du cinéma du monde entier. Reconnaissable et tout. Un de ceux qui peuvent pas se promener comme ça dans la rue. Ah non. Mais effectivement, en termes de chiffres au box-office, c'est plus, il attire plus autant qu'avant. Et puis il y a un côté pas très crédible, mine de rien, c'est que Brad Pitt en Formule 1, c'est pas possible. Alors je sais qu'Alonso est pas tout jeune, mais c'est quand même compliqué. Voilà, donc voilà, je pense que la F1 c'est un des sports les plus regardés au monde avec le football. Merci Netflix. Voilà, en plus Netflix fait beaucoup de travail de propagande depuis quelques années. Ah bah depuis Drive to Survive, la cote de la Formule 1 elle a remonté en flèche. Même si la Formule 1 avait déjà des scores bien supérieurs des années auparavant, mais que même maintenant ils n'arrivent plus à atteindre malgré Netflix. Hein. Mais par contre, les films de voitures, etc., c'est pas toujours des films qui fonctionnent, malheureusement. Je pense que c'est un public vraiment particulier. Ça va cartonner en Amérique latine, ça c'est sûr. mais je pense que voilà, on n'est pas sur un succès. Je pense pas que ça va marcher. En tout cas, je pense pas que ça va atteindre les 500 millions dont ils ont besoin, puisque ça a coûté 250 millions.
Surtout qu'après, ça finit sur Apple TV+. Hein. Ça sort en salle dans vos cinémas. Là. Merci Warner Bros. Et de nouveau... Mais après, c'est Apple TV. Donc, Ouais. Et de nouveau, mes amis, moi, j'ai pas un budget limité pour aller au cinéma. Si je dois choisir entre ce film-là ou attendre la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je sais pas très bien ce que je vais faire. Et je pense que l'Américain moyen, quand il va voir ce qu'il y a la semaine prochaine et la semaine d'après, il va vite choisir. Pourquoi ? Parce que le 2 juillet, il y a Jurassic World Rebirth. Je me suis peut-être emballé en disant que c'était lui aussi le plus gros film de l'été. Il y a de fortes chances qu'il arrive au milliard lui aussi. Hein. Jurassic World, chaque année, chaque fois c'est un milliard. J'étais un peu surpris que tu dises que c'était le film de l'été. Écoute, on verra peut-être que voilà. mais ouais, Jurassic World, chaque année, chaque fois ça cartonne. Pourtant, ça a pas toujours été parce que très ça, bon. ça c'est vraiment un tentpole, ça vise le milliard. Le monde entier. S'ils n'ont pas le milliard, que ce soit ça va être décevant. En Chine, en Corée, partout. Jurassic Park et cette franchise-là où Jurassic World, ça marche. Tout le monde a envie de voir des gros dinos sur des grands écrans. Et donc, en plus, c'est Gareth Edwards qui est aux commandes. Oui, bon réalisateur pour qui le a fait coup. un bon Godzilla. Qui a un très bon Rogue One. Oui, c'est ça. Et oui, son truc dont j'ai oublié le titre, qui était sorti il y a 2 ans avec le fils de Denzel Washington. Là. Ouais, ok, je l'ai plus. Oui. Non, je l'ai. Truc de science-fiction qui était pas mal. Qui est sur Amazon Prime d'ailleurs, si vous voulez voir. Mais il y a Scarlett Johansson au casting. Et en vrai, du peu que j'ai vu, parce que je regarde pas trop les bandes annonces. Oui, Mahershala Ali. Du peu que j'ai vu, parce que vous savez, je regarde pas les bandes annonces, ça a quand même l'air d'avoir une certaine gueule. Donc, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Oui, et puis comme le titre l'indique, en tout cas, c'est pas d'une surprise, d'un film correct. Ouais. Et puis c'est Rebirth, donc c'est on redémarre quelque chose. Donc il y a toujours un intérêt chez les gens quand tu dis mais on va essayer de redémarrer quelque chose parce que du coup tu dis ok, je vais aller avoir une nouvelle franchise. Qu'est-ce que le film va apporter ? Au revoir Chris Pratt, au revoir Bryce Dallas Howard et bonjour Scarlett. Jurassic World Rebirth est la saga ce que Jurassic World était déjà. Ma vraie question, c'est est-ce que Scarlett Johansson va faire rentrer tout le monde au cinéma ? Est-ce que les gens veulent voir Scarlett Johansson en star de film à gros budget ? Parce que c'est vrai que Black Widow et tout, ça n'a pas super bien fonctionné non plus. Non. Donc c'est quand même une grosse interrogation là-dessus. Est-ce qu'elle a assez de star power pour vraiment ramener tout le monde au cinéma, chinois compris ? C'est une question. Je pense que le film va marcher. Je pense aussi. Pour des raisons évidentes. Les dinos sont là et c'est eux la vraie star du film, évidemment. Et bien sûr. Voilà. Bien sûr. Il y a des dinos, t'as envie de voir des dinos. C'est tout. Il pourrait mettre Aaron Taylor Johnson, ce serait la même chose. Alors, le 9 juillet. Qui est dans 28 ans plus tard. Oui, je sais. C'est vrai que c'est ça. Le 9 juillet. Mais il a été dans beaucoup de films de gros budget. Hein, oui. Il est bon client et c'est un bon lead, Aaron Taylor Johnson. Hein. Exactement. Alors, le 9 juillet, de nouveau, on va relancer une franchise. Le 9 juillet, et là, je peux vous dire que chez Warner Bros, ils se font tous dessus. Parce que si ça marche pas, ils ont un gros problème. J'en connais un qui va voir son C4 si ça marche pas. Superman Legacy, waouh. Le relancement de la franchise ici par James Gunn, ça peut pas foirer. Si ça foire, c'est très simple. James Gunn qui est quand même le gars qui dirige DC Comics chez Warner. Il a la mission, c'est le nouveau Kevin Feige chez Warner. Voilà, donc c'est ça. L'objectif pour lui, c'est de construire 10 années de films. Exactement. Et voilà, tout le monde sait que DC n'a pas satisfait tout le monde. Il y a eu les Zack Snyder qui n'étaient pas unanimes. Il y a toujours les Snyder Zoos qui tapent sur James Gunn parce que on veut c'est la fin du Snyderverse et tout. Il dégomme James Gunn sur Internet. Hein. C'est hallucinant. Je pense qu'il y a eu tellement de dégâts chez DC ces 10-15 dernières années. Et tu peux même extrapoler et dire des dégâts chez Warner. Il y a eu tellement de dégâts. Merci David Zaslav. Que le moviegoer moyen, évidemment, parce que nous, on est au courant de certaines choses et tout, mais celui qui, voilà, il se dit, oh, des trucs Superman et tout, c'est bon, c'est fini. Moi, je vais pas aller voir cette merde. Et je pense que ça va pas marcher. Alors, aux États-Unis, oui, parce que les Américains, ils aiment bien. Voilà. Mais est-ce que tu penses qu'il va souffrir de la Superman fatigue, enfin des super-héros, la super-héros fatigue clairement. Et je pense qu'en fait, les gens, même si c'est parce que les gens, ils vont pas faire la différence Marvel, DC, tout ça, c'est la même chose. Je sais pas. Même si c'est James Gunn et tout, je pense que les fans, ceux qui s'y connaissent, vont aller le voir, évidemment, parce qu'ils savent qu'il y a un renouveau et tout. Mais le public moyen, c'est lui qui ramène le plus d'argent. Ouais. Je crois qu'il en a marre de DC. Je crois qu'il faut une bonne pause DC pendant 5-6 ans, qu'il se fasse discret et qu'il revienne avec un truc vraiment original. Parce que refaire un Superman alors que Ben Affleck... pas Ben Affleck. On parlait de Superman il y a encore quelques années, Henry Cavill. Surtout qu'apparemment, ils vont faire aussi Superman en série avec un autre gars.
c'est complexe, quoi. Donc, c'est en train de. La vache, il n'y a plus Ouais. qu'elle, là. Il faut la laisser un peu se reposer. Donc, voilà. Donc, moi, personnellement, en plus, je sais pas, la bande-annonce avec le chien et tout, voilà, ça tire un peu sur des ficelles un peu évidentes. Ok. Même si je reconnais que James Gunn est original, voilà, le fait qu'il y ait Nathan Fillion au casting et tout. Ouais, pourquoi Ouais, pas, c'est il y a original. toujours, il est au Ouais, casting il est de tous les partout. films de James Gunn, de toute Il est façon. partout, mais je suis client, j'aime bien. Donc voilà, pourquoi pas, mais c'est quand même un peu. Ouais, c'est possible. Ok, Toi, donc tu penses que ça va marcher? Attention, je pense qu'il y a un certain espoir quand même que le film soit mieux que les derniers films Superman, que... qu'on soit d'accord, ils s'attendent à facilement 600, 700, 800 millions de dollars. Ah Ils bah s'attendent oui. pas à 250 millions ou 400 millions, donc on parle vraiment d'un bon succès. Ouais. Sachant qu'il y a Jurassic World la semaine d'avant. Ah ouais, non, mais c'est compliqué. Ça va être C'est très ça, en fait. compliqué. Parce que tu prends, c'est ce qu'on disait avant en préparant l'émission, c'est que tu prends la plupart de ces films individuellement, tu dis, bah oui, je pense que ça va marcher. Mais comme on l'a dit, c'est Ouais, tout le monde en même temps, hein. l'été le Ouais. plus chargé depuis très longtemps, et clairement, va y avoir des dégâts. Et encore, on ne parle même pas des sorties Netflix et des sorties Non, streaming non. qui se passent en même temps. Donc, Mais là, je sais pas si c'est du lourd mais c'est en streaming. compétition, c'est clair. Donc, Mais si t'as un gros film qui sort sur Netflix le 18 juin et qu'en même temps il y a Elio, bah voilà, je vais aller voir le gros film. Tu vois, s'il y a un film Illumination, un truc comme ça, Hmm. ouais, Ouais. je sais pas. Donc voilà, Superman Legacy, moi je suis pas convaincu que ça va marcher comme il l'espère en tout cas, et dommage. Mais Oui, parce bon, que ça doit taper au moins les 600-700, ça c'est clair. facile. Les Schtroumpfs, le 16 juillet. On relance la saga Les Schtroumpfs, film d'animation. Par Chris Miller. Par Chris Miller, attention, et ça c'est Voilà. important de le dire, très important de le dire, parce que c'est pas n'importe qui, c'est Miller du duo Lord et Miller, n'est-ce pas? Oui. Qui a fait le Lego Movie, qui a travaillé sur les films Spider-Man, Spider-Verse et tout. Donc, des gars qui savent y faire en animation, qui ont un gros talent pour la comédie aussi. Donc, je pense que ça peut être une bonne comédie familiale. Ouais. Surtout que quand on regarde le programme des films pour enfants, là pour l'instant, ça fait un petit temps qu'il n'y en a pas eu. Il y a eu Elio mi-juin, mais mi-juillet, il n'y a rien. Donc les Schtroumpfs sont un peu tout seuls. Ouais, C'est une il bonne y idée. a un bon créneau Il y a pour un eux. petit trou. Et puis les Schtroumpfs, ça reste une valeur sûre aussi. Tu vois, ils refont quand même des films des Américains, tous les X. Ouais. Bon, les films avec Neil Patrick Harris, là, les versions live, c'était du gros caca et ils l'ont Katy vite Perry. compris. Oui. Et puis ils ont fait leur film d'animation et là tout de suite, ça allait mieux quand même. Ouais, clairement. Donc oui, moi, je suis plutôt confiant en tout cas quant à la qualité du film. Est-ce que tout le monde va répondre présent? Voilà, ça il faut voir. Je connais pas le budget du film. Je pense que ce sera rentable, mais peut-être tout juste, tu vois. Évidemment. Et on termine le mois de juillet. Enfin, moi, personnellement, je pense que ce sera rentable parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas vraiment de concurrent pour les enfants à ce moment-là. Et les Schtroumpfs, ça reste quand même une grosse licence qui fonctionne toujours bien. Mais non, attention, ça va pas être le truc à 1 milliard non plus. Hein. Non. Qu'on soit d'accord. Non, mais mettons que le film ait coûté 150. Oui, je pense qu'il peut arriver à 400, l'international au 300-400. Ouais, Oui. 400, facile. Les 4 Fantastiques le 23 juillet. Alors là, c'est le film Marvel de l'été, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Bon, il y a eu Thunderbolts maintenant, mais l'été n'a pas vraiment commencé. Là, le 23 juillet, c'est le cas. Thunderbolts New Avengers. Oui, bon, écoute, est-ce vraiment le nouveau nom? Le 23 juillet, les 4 Fantastiques First Steps. Grosse hype autour de ce film-là. Pourquoi? Parce que Pedro Pascal, le papa Pedro, qui est dans le cœur de tout le monde, hein, visiblement. Le gars, waouh, en 1 an, je sais pas où est son ranking, mais il est monté en flèche. Hein, il a un peu remonté, ouais. Il a un bon agent et il a choisi ses projets avec soin. Les 4 Fantastiques First Step, écoute, la grosse crainte que les gens ont, c'est les gens aussi, les 4 Fantastiques, ils associent ça un peu à de la merde, quoi, tu vois, parce qu'on a eu quand même. Oui, ça a été compliqué les films ouais. 4 Fantastiques. Hein. Très déjà compliqué. celui quand on était jeune avec Johan Gruffold et qui Jessica Alba. Je sais même plus. C'était Michael Chiklis qui jouait la bête là et je vais dire Clive Owen, mais là je dis une bêtise. Bref, je sais plus. Je crois que j'avais pas vu le premier. Mais c'était pas super. Et puis ceux qu'il y a eu après là avec Surfeur d'argent. Oui, Surfeur d'argent, c'était pas bien non plus. Et puis il y a eu le reboot là avec Michael B. avec Jordan, Miles Teller. Je pense pas que c'était fameux, je l'ai pas vu. Et là on pensait que Michael B. Jordan était fini, mais non, ça va. Et on pensait que les 4 Fantastiques étaient morts et enterrés, mais à chaque fois ces trucs là, c'est des parasites. Hein. Ça colle et puis ça revient. Mais là je pense qu'ils le font quand tu vois la bande-annonce, ils le font en mode indestructible, tu vois. Ouais. Genre, ils ont les bonnes combinaisons bien pourraves en latex. Ouais. Et ils sont là, tu vas chercher du lait. Tu vois, le côté vraiment indestructible, genre, okay.
on est des héros, mais on est un peu bling bling, tu vois. Ils ont l'air d'avoir un peu les mêmes tenues là que dans Fumer fait tousser. Exactement. Donc il y a un côté sketch, un Mais côté. t'as vu les bandes annonces J'ai vu la bande-annonce, Ok. la plus connue, la plus récente. Et ça a l'air ok ou Average Marvel movie, donc c'est-à-dire qu'il y a des petites Ok. blagues, il y a une grosse ouais. battle à New York et voilà quoi. Donc voilà. D'accord, ok. Donc je pense que le star power de Pedro Pascal pourrait fonctionner un petit peu. Elle a sorti post-saison 2 de Last of Us. Peut-être que. Si Superman est un échec, pourquoi pas? Peut-être que ça a marché du coup. La Si dose de Superman est un super-héros. échec, peut-être que les 4 Fantastiques seraient un échec aussi. Ah, c'est possible, c'est possible. Mais voilà. Parce que on le l'a fait que dit, Thunderbolts- on l'a dit et répété depuis des mois, voire des années, là, super-héros fatigue. On en a un peu marre, quoi. Oui, mais Marvel a réussi, pour l'instant, son coup de com', de dire Oui, regardez, on n'est pas mort, on est non, capable de non. faire des nouveaux trucs et tout. Donc, Oui, Thunderbolts, voilà. Thunderbolts va Ils ont aider. réussi leur coup. Ça va aider Même parce si que je sais pas comment ça fonctionne au box-office, là, Pas ouf. au moment où on en parle, mais. pas dingue. Ok. Pas dingue. Aux États-Unis, ça marche bien, mais dans le monde, pas trop. Parce Ouais. que je pense que voilà. Je pense que les fans de Marvel vont rattraper un peu Thunderbolts dans les prochains mois. Et le 23 juillet, la hype du fait que Thunderbolts a été bon, un bon film, en tout cas bien accepté par la critique, par les spectateurs, va peut-être donner plus d'intérêt aux 4 Fantastiques. C'est clair que si ça avait été une bouse, ben voilà, un Madame Web avant les 4 Fantastiques, ça marcherait pas quoi. Toujours pas vu Madame Web. Hein, Oui, mais, vraiment, il je... sort sur Netflix, je crois maintenant. Hein, voilà, si tu veux le rattraper. Ou pas. Peut-être, je poussais le vice jusque-là, mais je suis pas sûr. C'est ça. Mais en tout cas, on disait, voilà, on termine là parce qu'il y a encore quelques films qui sortent fin juillet, début août, mais concrètement, ils ont tout balancé en juillet. Oui, bah, oui, c'est ça. La saison de blockbuster est plus trop mois d'août, c'est vraiment de mai à fin juillet, ça c'est clair. Ce qui est normal, hein, parce que c'est chargé de chez chargé. Statistiquement, la plupart des gens partent en vacances en août. Donc du coup, voilà, c'est comme ça qu'ils font leur délire. Et très important aussi, on a essayé de chercher des films français pour en ajouter dans cette liste aussi, mais oui, il y a des films français qui sortent, évidemment, mais il n'y a pas vraiment de films français qui se positionnent comme étant un gros film, genre Le Comte de Monte Cristo, genre L'amour ouf, l'année passée aussi, qui sont des films à budget, qui ont une vocation à amener un maximum de Français en salle. On n'en a pas vu beaucoup. Il y a eu le film de Jean-Pascal Zadi là, qui va sortir, mais de nouveau, ça sort fin juin, là. Fin juin, on n'a pas encore eu beaucoup de bruit. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait une bande-annonce. Et pour le reste, il y a le Capliche, mais bon, Capliche, c'est pas un blockbuster. Non. Et voilà, donc il n'y a pas de gros film français cet été, il n'y a pas de Astérix en animation, forcément il est sorti sur Netflix. Mais voilà, donc c'est un peu bizarre. Quand on voit le programme chargé, on se rend bien compte que le cinéma français s'est dit on va pas viser l'été, nous, on va faire sortir le film en octobre, ça va être très bien. Ouais, c'est ça. Quand tu vois le calendrier, tu te dis on va peut-être pas prendre le risque. C'est à moins de se positionner vraiment sur un truc très différent. Et voilà, mais. Ouais, si vous n'êtes pas un public qui allait beaucoup au cinéma, vous allez peut-être essayer d'aller en voir un ou deux cet été parce qu'il y a sûrement quelque chose qui vous intéresse. Mais tu peux juste le taper parce qu'on a oublié de regarder. Le film avec Jean Dujardin, L'homme qui rétrécit. Ah, je ne sais pas du tout quand ça sort. Parce que ça, il paraît que c'est quand même un film gros budget. Mon avis, c'est pour la rentrée, 2025. Yes, on va regarder ça tout de suite. Je sais pas. C'est fort probable que ça sorte. Ah non, à l'automne. Voilà, je l'avais dit, film de Toussaint. Voilà, oui. La saison du blockbuster en France, c'est pas l'été, hein, sinon c'est trop dangereux. Donc voilà, c'était pour notre recap et notre petit tour d'horizon des films, des gros films qui sortent cet été, pour que vous ayez déjà de 1 les dates de sortie par date, que vous sachiez un peu à quoi vous allez être, à quelle sauce vous allez manger, et que vous ayez un peu notre appréciation sur est-ce que ça a marché ou pas. Dites-nous dans les commentaires, c'est très important ce genre de vidéo, on essaie de faire des formats un peu différents, c'est pour que vous puissiez aussi participer et donner votre avis, hein, si vous pensez que je vais me planter avec Lilo et Stitch. Allez-y. Si vous avez une autre suggestion, vous dites non, voilà, je pense qu'on a loupé un détail sur un des films, n'hésitez pas à le dire et on se fera un plaisir de revenir avec nous à la conversation, notamment toi qui vas aller à Cannes, tu auras le temps de faire ça dans le train. Notamment, tu prends le train ou l'avion? Non, l'avion. Ah, l'avion. Bon, écoute, ça va. S'en prendre une fois l'avion par an, ton empreinte carbone, c'est super. Un peu plus que ça quand même. Mais pas trop, ne vous inquiétez pas. Voilà. D'ici là, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer toutes nos critiques et nos vidéos. Ouais. On se dit. Et là, il va y en avoir la dose. Hein. Vraiment, Cannes, préparez-vous. Si vous aimez les surprises, parce que c'est ça le festival de Cannes, on parle souvent de films chiants et de films d'auteur. Non. Oh là là. Attention. Si vous connaissez le podcast, vous savez que lui est un grand cinéphile. Et moi, je suis plutôt un mec normal. On va parler de Julia Ducournau, d'Ari Aster, hein? Voilà. Mission Impossible, oui, mais pas que. Il y a des choses intéressantes qui arrivent. Et donc, sachez-le, si vous ne connaissez pas bien le Festival de Cannes, si vous pensez que c'est toujours des films un peu la même chose, le Festival de Cannes, c'est plein de belles découvertes. Mais ouais. Et le film du Festival de Cannes, en tout cas, c'est toujours des films qui font un peu réfléchir. Mais oui, on vous a déjà préparé quelques critiques des films que j'ai déjà pu voir avant. Vous allez voir, il y a des bonnes choses. Exactement. Donc voilà, à très bientôt pour plus de critiques et
Amuse-toi bien sur la croisette surtout. Bah merci, et je sais pas quand on se voit, mais bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.